La Fleet Week à San Diego transformait chaque année le front de mer en un tourbillon d'énergie, une chaleur humaine, un bourdonnement constant de conversation et l'éclat du soleil qui se reflétait sur les coques gris acier des navires. Les bâtiments de la marine se tenaient immobiles le long du quai, semblables à des gardiens silencieux. Leurs drapeaux claquaient sèchement dans la brise de fin de matinée. Des vendeurs ambulants proposaient des bretzels fumants, des glaces dégoulinantes et de petits drapeaux tricolores en tissu bon marché. Des enfants zigzaguaient entre les jambes des adultes, leurs doigts collants serrant des sous-marins miniatures en plastique. Des marins en uniforme blanc impeccable et des fusiliers marins en tenue d'apparat bleu sombre traversaient la foule, serrant des mains, posant pour des photos, échangeant des plaisanteries complices. L'air portait un parfum étrange et familier. Un mélange d'eau salée, de friture, de crème solaire, et par moments, cette note âcre de carburant de réacteur laissée par les survols matinaux qui avaient fait vibrer les vitres des immeubles alentours. C'était une journée conçue pour célébrer. Et pourtant, au milieu des rires et des festivités, une silhouette semblait hors de place. Élodie Carpentier se tenait près du bord de la promenade, à moitié dans la lumière, à moitié dans l'ombre projetée par un poteau d'amarrage. Sa capuche était tirée à mi-hauteur sur sa tête. Le sweat à capuche bleu marine qu'elle portait était manifestement ancien, usé par les années. Sur la poitrine, de larges lettres blanches indiquaient « Commando marin ». On pouvait acheter ce genre de vêtements dans n'importe quelle boutique touristique du port, mais celui-ci était si passé qu'il semblait avoir connu des dizaines de lavages et des intempéries sévères. Pourtant, ce n'était pas ce sweat qui attirait l'attention, c'était le tatouage. Sur son avant-bras gauche, une trident noire finement détaillée semblait presque luire sous le soleil. La taille n'avait rien d'extravagant, mais l'emplacement et la précision des lignes dégageaient quelque chose de plus profond qu'un simple dessin décoratif. Élodie ne ressemblait pas aux marins qui se déplaçaient par groupes en riant. Elle restait immobile, légèrement appuyée contre la rambarde, le regard non pas tourné vers les navires ou la foule, mais perdu au loin comme si elle attendait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Ce fut Bernard Gauthier, ancien premier maître des forces spéciales, qui la remarqua le premier. Autrefois commando, ses genoux abîmés et un rythme cardiaque ralenti l'avaient poussé vers la vie civile. Mais ses réflexes n'avaient pas disparu. Ses yeux, habitués à repérer le moindre détail incongru, se fixèrent sur l'avant-bras d'Élodie. Il fronça les sourcils. Des faux tatouages de commando, il en avait vu passer des dizaines. Mais celui-là avait quelque chose de différent. Il s'approche, feignant d'observer les bateaux. À 3 mètres, il distingua nettement les détails. Les pointes du trident, l'ancre, la poignée de pistolet, tout rendu avec une précision chirurgicale. Un sentiment diffus commença à le titiller. « Vous êtes de la marine ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Élodie ne tourna pas la tête, pas même un clignement de paupières, comme si la question ne la concernait pas. Bernard plissa les yeux. Il connaissait les marins réservés, mais ici, il y avait autre chose, une immobilité presque calculée. En quelques minutes, sa curiosité devint méfiance. Il alla trouver l'un des gendarmes de la marine qui patrouillait le long du quai. Un jeune caporal à l'air trop enthousiaste, avide d'une diversion en plein service de routine. Bernard lui parla brièvement, à voix basse, en pointant Élodie du menton. Les 2 gendarmes ne perdirent pas de temps. Ils approchèrent d'elle par 2 angles différents, leurs rangers claquant sur les planches du ponton. « Madame, on peut vous parler un instant ?» dit le plus grand des 2 d'un ton ferme, mais sans agressivité. Élodie bougea enfin juste assez pour croiser son regard. Son expression ne montrait ni surprise ni incompréhension, seulement une sorte d'acceptation calme, comme si elle s'attendait à ce moment. « On nous a signalé que vous pourriez vous faire passer pour un membre des forces spéciales, » reprit le second. Déjà, un petit attroupement commençait à se former autour d'eux. Des murmures montaient, certains parlaient de « valeur volée », d'autres de « honte ». Un enfant tirait la manche de son père pour savoir ce qui se passait, tandis que quelques spectateurs sortaient leur téléphone pour filmer. Le grand gendarme désigna l'avant-bras d'Élodie. « Ce tatouage, où l'avez-vous eu ?» Pas de réponse. Il répéta la question plus lentement, comme s'il parlait à quelqu'un qui aurait du mal à comprendre. Toujours rien. Ses yeux restaient fixés sur la ligne des navires. « Vous avez une pièce d'identité ?» demanda le second. Élodie glissa la main dans la poche de son sweat et en sortit un vieux portefeuille en cuir. À l'intérieur, un permis de conduire au nom d'Élodie Carpentier. La photo correspondant parfaitement à son visage. Mais aucune carte militaire, aucun document de vétéran. Les gendarmes
échangèrent un regard. « Madame, il va falloir nous suivre », annonça le plus grand. Les murmures s'amplifièrent, les mots usurpatrice et mensonge fusaient. Élodie ne protesta pas. Elle ne résista pas lorsque les menottes claquèrent autour de ses poignets. Ses yeux dérivèrent une dernière fois vers l'eau avant qu'elle ne se laisse guider vers le véhicule stationné au bout du quai. Bernard resta planté là, les bras croisés, partagé entre la satisfaction d'avoir agi et un malaise diffus. Dans son expérience, les imposteurs protestaient toujours bruyamment. Cette femme, elle, ressemblait à quelqu'un qui avait déjà calculé les conséquences et les acceptait. Les portes du véhicule se refermèrent sur elle. Quelqu'un dans la foule murmura « Elle n'a pas l'air effrayée ». Bernard reporta son regard sur les navires. Leurs drapeaux claquaient dans la lumière de l'après-midi et les reflets de l'eau brillaient comme des éclats de verre. Au loin, un avion à réaction rugit, couvrant le bruit des pas et des menottes. Personne ne le savait encore, mais à cet instant précis, les rouages d'une histoire bien plus vaste venaient de s'enclencher. Une histoire qui dépasserait de très loin le grade de quiconque se trouvait sur ce quai. Le bureau de la base navale où on l'avait conduite était petit, sans fenêtre, et baignait dans la lumière crue des néons. Un bourdonnement constant se mêlait à l'odeur de café rassis et à cette senteur métallique propre aux vieilles unités de climatisation. Au centre, une lourde table couverte de marques et d'éraflures témoignait d'années d'interrogatoire. D'un côté, Élodie Carpentier, les poignets toujours menottés devant d'elle, son sweat froissé par la marche forcée depuis le port. De l'autre, le maître principal, Philippe Moreau, un homme taillé comme une armoire à dossier, épaules larges, cheveux poivre et selles coupées à la règle. Le portefeuille d'Élodie était ouvert sur la table, son contenu soigneusement étalé, permis de conduire, quelques cartes de fidélité de supermarché, 46 € en billets froissés. Mais toujours aucun document militaire. Moreau se pencha vers elle, posant ses avant-bras massifs sur la table. Élodie Carpentier, 33 ans, aucun dossier de service dans nos registres. Vous voulez m'expliquer pourquoi vous portez un sweat des commandos et surtout un trident tatoué sur l'avant-bras? Élodie ne répondit pas. Son regard restait fixé sur un point invisible dans le coin de la pièce, comme si elle voyait au travers des murs. « Ce n'est pas un jeu », reprit Moreau, la voix plus dure. « La valeur volée ? C'est une infraction fédérale. On peut pousser cette affaire très loin. Toujours rien. » Moreau tapota la table de son index. « Ce tatouage, vous savez ce qu'il signifie? Ce n'est pas un ornement. Il faut l'avoir mérité. Et ceux qui l'ont mérité ne restent pas assis à ignorer les questions. » Enfin, Élodie tourna la tête vers lui. Ses yeux étaient calmes, d'un calme qui mettait presque mal à l'aise. Pas un mot, mais un silence qui semblait peser plus lourd que n'importe quelle réponse. Dans un coin de la pièce, l'officier adjoint Hugo Lefort photographiait le tatouage sous différents angles. « Je vais l'envoyer à la section de vérification », marmonna-t-il. « Ça ressemble pas à un dessin qu'on trouve sur Internet. »« On verra bien comment elle explique ça », grogna Moreau. Le déclencheur de l'appareil photo cliqueta encore 2 fois. Puis Lefort quitta la pièce, promettant d'envoyer les images immédiatement. Le silence retomba, seulement ponctué par le bourdonnement des néons. Moreau croisa les bras. « Vous ne vous rendez pas service. Le mutisme ne fera pas disparaître cette situation. » Les lèvres d'Élodie esquissèrent à peine un mouvement, presque un sourire. Moreau fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui vous amuse ?» Sa voix, lorsqu'elle parla enfin, était si basse qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Vous avez déjà passé l'appel. »« Quel appel ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Son regard glissa à nouveau vers le coin vide de la pièce. La porte s'ouvrit brusquement. Lefort réapparut, mais sa posture n'avait plus rien de décontracté. Ses épaules étaient tendues, son visage sérieux. « Chef, la vérification a trouvé quelque chose, et c'est inhabituel. » Moreau haussa un sourcil. « Inhabituel comment ?» Lefort hésita. « Ils transmettent au plus haut. Ils ont dit de la retenir ici jusqu'à l'arrivée de quelqu'un. » « Qui ça, quelqu'un ?» Lefort baissa la voix. « Ils n'ont pas donné de nom. Mais entre nous, je pense qu'ils veulent te dire l'amiral. » Moreau resta figé. Les affaires de valeur volée n'attiraient jamais l'attention d'un amiral. Normalement, on rédigeait un rapport, on appelait le service juridique, et c'était tout. Mais là, de son côté, Élodie avait légèrement redressé les épaules, dans un mouvement qui n'avait rien de civil. C'était une posture qu'on voyait chez des gens entraînés à réagir vite, à passer à l'action sans hésiter. Des bruits de pas résonnaient déjà dans le couloir, fermes, mesurés, sans précipitation. Moreau jeta un œil à l'horloge. Celui ou celle qui venait avait fait vite.
Lorsque la porte s'ouvrit, ce ne fut pas le fort qui entra, mais un lieutenant à l'air concentré. « Il est là », annonça-t-il simplement. Moreau se leva. « Qui ça ?»« Il !» Le lieutenant se contenta d'ouvrir la porte en grand. Les pas approchaient. Élodie, elle, ne bougea pas, mais ses yeux se firent de plus vifs, comme si un moment qu'elle attendait depuis longtemps venait enfin d'arriver. L'homme qui franchit le seuil était grand, large d'épaules, vêtu d'un uniforme blanc immaculé. Sa simple présence sembla changer la densité de l'air. Amiral Pierre Delmas. L'amiral Pierre Delmas avait quitté son bureau de l'état-major à Belgrade en plein milieu d'un rapport de préparation opérationnelle lorsqu'un aide de camp avait frappé, un geste net et pressant. « Monsieur, la section de vérification est en ligne, dit l'aide. Dites-leur de m'envoyer le résumé par courriel. Ils disent que c'est à propos d'un trident, monsieur. » Delmas releva la tête. Les vérifications de tatouage concernaient habituellement des cas mineurs de fraude, de fausses décorations ou d'imitations grotesques. Jamais cela ne remontait jusqu'à lui. Il prit le téléphone. « Ici Delmas. » À l'autre bout, la voix du responsable de la vérification avait un ton serré. « Amiral, nous avons reçu les photos d'un trident, mais ce n'est pas la version publique. Ce dessin, il comporte la marque Oméga. » Delmas se figea. La marque Oméga n'était pas connue du public ni même de la plupart des militaires. Elle n'existait dans aucun registre officiel, pas même dans les archives patrimoniales des commandos. Seule une poignée de vivants l'avait déjà vue. Répétez. Confirmez, monsieur. L'emplacement, la courbure, la profondeur des lignes, tout correspond. Impossible que cela vienne d'un simple modèle photographique. Delmas savait ce que cela signifiait. Cette marque n'avait été donnée qu'aux membres de l'unité Nuit Fantôme. Une formation si clandestine que même certains amiraux n'en avaient jamais entendu parler. Officiellement, elle n'avait jamais existé. Officieusement, elle avait mené des opérations là où aucun rapport ne pouvait être rédigé. Et lorsque l'unité avait été dissoute après une mission catastrophique, toutes les traces avaient été enterrées. Toutes, sauf ce tatouage. L'encre date de combien de temps ? 5 à 7 ans d'après l'usure, et la personne, actuellement détenue à la base de Port-Liberty pour suspicion de valeur volée. Et c'est une civile. Nom, Élodie Carpentier. Le nom résonna dans la tête de Delmas comme un fantôme d'autrefois. Pendant une fraction de seconde, il revit une nuit en Somalie. Un ciel noir, des tirs au-dessus des toits, une équipe se déplaçant dans les ruelles avec une précision spectrale. Et Élodie, plus petite que la plupart, mais se mouvant comme si elle appartenait à ces ombres. Cette opération avait mal tourné. 2 hommes étaient tombés, l'extraction avait été retardée pendant des heures. À leur retour, le sort de Nuit Fantôme avait déjà été scellé dans des bureaux éloignés du champ de bataille. Les membres avaient été dispersés, leurs identités effacées. Il lui avait été interdit de les contacter, sauf nécessité absolue. Aujourd'hui, visiblement, on y était. Ne lui posez plus aucune question, ordonna Delmas. Pas de traitement administratif, pas de photos supplémentaires. J'arrive moi-même. Et si quelqu'un essaie de passer outre, vous m'appelez directement. Moins d'une demi-heure plus tard, le convoi de l'amiral franchissait les grilles de la base. Sa présence, non annoncée, attira des regards incrédules. Les visites d'un amiral n'étaient pas prévues pour de simples affaires de faux uniformes. Moreau l'attendait devant la porte de la salle d'interrogatoire. Delmas ne s'arrêta pas pour discuter. Il entra, referma la porte d'un geste ferme. Élodie était assise exactement comme décrite. Menottée, le sweat lâche, les yeux calmes. Les années avaient adouci ses traits, mais pas cette vigilance intérieure. Delmas prit place face à elle, posa sa casquette sur la table et saisit doucement son avant-bras. Il tourna le poignet vers la lumière. La marque Oméga, discrète, était là. Authentique. « Ce tatouage est vrai, dit-il. » Les mots semblèrent changer l'air dans la pièce. Moreau, derrière lui, se raidit, conscient que ses soupçons prenaient une autre dimension. Élodie eut un léger sourire. « Vous m'aviez dit que je n'aurais plus jamais à m'en servir. Les circonstances changent, répondit Delmas. Un silence lourd s'installa. Puis, d'un ton tranchant, enlevez-lui les menottes. Monsieur, maintenant maître principal. Les clés tintèrent, les bracelets détombèrent. Élodie frotta ses poignets, puis croisa les mains devant d'elle. Nous devons parler seuls, dit Delmas. Quand la pièce fut vidée, l'amiral se pencha légèrement. « Qu'est-ce qui s'est passé, Élodie ? Vous connaissez déjà la réponse ? La vraie question, c'est « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Delmas sut que ce qu'elle allait dire pourrait l'entraîner bien au-delà de la juridiction de cette base. Le bureau d'interrogatoire semblait encore plus étroit maintenant que la porte s'était refermée derrière le dernier militaire. Les murs,
peints en gris terne, absorbaient le moindre bruit. L'air sentait le désinfectant et le café froid. Élodie, enfin libérée de ses menottes, ne bougea pas, attendant que Delmas prenne la parole. « Pourquoi réapparaître maintenant ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Tu sais que mettre un pied sur une base comme celle-ci, c'était exposé à être arrêté. » Élodie soutint son regard. « Parce que je n'ai plus le temps, et parce que les seuls qui pourraient croire mon histoire sont ici. Ou plutôt, toi. » Delmas plissa légèrement les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle hésita, puis parla plus vite, comme si dire les mots trop lentement les rendrait plus lourds. « Il y a 3 mois, l'équipe Azur a disparu au large de la côte du Yémen. Officiellement, l'enquête est en cours. Officieusement, ils ne sont pas morts. » Delmas se redressa. « C'est une affirmation sérieuse. Ce n'est pas une affirmation, c'est du renseignement. Et c'est moi qui essaie de nettoyer ça avant que ça ne tombe entre de mauvaises mains. » Un silence, le visage de l'amiral demeurait impassible. Mais Élodie perçut cette infime tension dans ses mâchoires. « Pourquoi venir à moi ? Parce que tu sais exactement ce que j'étais. Et parce que tu sais que personne d'autre ne me croirait. » Il ne répondit pas. Lentement, il sortit de la poche intérieure de sa veste un petit étui en cuir. Dedans, une pièce ronde, lourde, plaquée or, marquée de l'insigne des forces spéciales et de son nom gravé. « Tu l'as gagné, dit-il, mais tu es parti. Et maintenant, tu veux me dire que la guerre qu'on croyait terminée ne l'est pas. »« C'est pire, murmura Élodie. Quelqu'un mène des opérations clandestines sous notre pavillon. Et si on les laisse faire, ce ne sera pas seulement nos hommes qui disparaîtront. » Le regard de Delmas se durcit. « Très bien, tu auras une entrevue. Mais si tu mens, je ne mens pas. » Il se leva, ouvrit la porte et lui fit signe de le suivre. Les couloirs de la base semblaient plus longs que d'ordinaire. Les quelques militaires qu'ils croisaient s'écartaient instinctivement devant l'amiral. Ils atteignirent un ascenseur sécurisé. Delmas glissa une carte magnétique et les portes se refermèrent. L'ascenseur ne monta pas. Il descendit profondément, bien sous le niveau du quai. Dans la salle de réunion où ils débouchèrent, la lumière était tamisée. Un écran éteint occupait tout un mur. Autour de la table, 2 officiers attendaient déjà. Le capitaine Gérard Lemoine, crispé, et l'amiral Michel Vanier, visage fermé. Vanier commença « Élodie, selon nos registres, tu n'as jamais servi dans la marine, encore moins dans les commandos. Pourtant, tu portes un tatouage qui ne peut être obtenu qu'après une mission dont l'existence n'a jamais été reconnue. » Elle soutint son regard. « Je n'ai jamais servi officiellement, mais la mission était réelle, et j'y étais. » Lemoine intervint un peu trop vite. « Alors pourquoi avoir disparu ? Pourquoi te cacher toutes ces années ? Parce que la dernière fois que j'ai parlé, quelqu'un a essayé de me tuer. » Un silence lourd tomba. Elle reprit. « Il y a 2 ans, je vivais sous un autre nom dans un petit port du Finistère. Un homme m'a suivi depuis le marché jusqu'à chez moi. Pas un mot. Juste un pistolet équipé d'un silencieux. Si je n'avais pas vu son ombre sur le mur, je serais morte. J'ai plongé dans l'eau depuis le quai et je me suis volatilisée. » Le moine fronça les sourcils. « C'est pratique comme histoire. Ce n'est pas une histoire. » Élodie sortit de sa veste une petite pochette étanche et la posa sur la table. À l'intérieur, un fragment de carte marine abîmé par le sel portant des coordonnées tracées à l'encre délavée. Vanier s'en empara, les yeux se plissant. Ces coordonnées, elles correspondent au site de l'incident Noctis. « L'incident quoi ?» demanda le moine. Vanier l'ignora. Ses yeux restaient fixés sur Élodie. « Cette mission était enterrée plus profondément que tout ce que j'ai connu. Même parmi les amiraux, peu savent ce qui s'est passé. Comment as-tu ça ? Parce que j'y étais, et que j'ai survécu. » Elle raconta par bribes le déploiement au large de l'Alaska, l'objectif de récupérer un prototype de sonar volé par un navire clandestin, la mer déchaînée, le froid qui brûlait les poumons, puis l'apparition d'un sous-marin non identifié surgissant du brouillard comme un prédateur. Les commandos n'étaient jamais revenus, elle si, parce qu'elle n'était pas censée être là, et que quelqu'un à l'intérieur avait voulu qu'elle s'en sorte. Vanier se renversa dans son siège. « Si tu as raison, la personne qui a autorisé Noctis porte toujours ses étoiles. » Élodie croisa les bras. « Et je suis la seule à pouvoir trouver les preuves. » Le procès avait transformé la salle d'audience du tribunal militaire de Belgrade en une arène. Chaque siège était occupé. Des caméras alignées au fond captaient la moindre réaction et la presse locale comme internationale attendait un moment d'histoire. Élodie Carpentier, droite derrière la table de la défense, ne laissait rien transparaître, même si chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. Depuis des semaines, l'accusation l'avait dépeinte comme une impostrice.
une civile cherchant la gloire des uniformes sans jamais avoir servi. Mais aujourd'hui, son avocat, maître François Valbert, avait promis que tout allait changer. Il s'était penché vers elle quelques minutes avant l'ouverture de l'audience. « Quand j'appellerai notre témoin, ne laisse rien paraître. C'est le moment que nous avons attendu. » Le greffier annonça l'entrée de la juge, Madame Claire Desfossés, dont le regard vif balayait la salle comme pour mesurer la gravité de l'instant. Elle avait la réputation de respecter la vérité, même quand elle dérangeait. « Maître Valbert, vous pouvez appeler votre témoin. » La défense appelle à la barre l'amiral Michel Vanier. Un murmure parcourut la salle. Vanier, figure légendaire de la Marine nationale, décoré à de multiples reprises, était aussi connu pour son absence quasi totale de participation à des affaires publiques. Et le voir ici, assigné à témoigner, avait de quoi faire trembler les murs. Il prêta serment, s'installa puis croisa le regard d'Élodie. « Amiral, reconnaissez-vous l'accusé ?»« Oui » répondit-il d'une voix ferme. « Dans quel contexte l'avez-vous rencontré ?»« Lors d'une opération clandestine, Codé Noctis, menée sous mon autorité directe. » Un choc visible secoua l'accusation. L'avocat du ministère public bondit. « Objection, relevé, mission classifiée, propos invérifiable. » La juge leva la main. « Objection rejetée, continuez. » Vanier se pencha légèrement vers le micro. Élodie Carpentier, connue sous l'indicatif Corbeau, faisait partie de l'unité Nuit Fantôme, un groupe expérimental de commandos. Elle m'a sauvé la vie dans les eaux glacées du détroit d'Anadyr. Sans elle, je ne serais pas ici. Le ministère public tenta d'attaquer sa crédibilité, parlant d'absence de documents et de mémoire défaillante. Vanier ne broncha pas. Les archives ont été effacées sur ordre. Mais ceux qui étaient là se souviennent. Et ce tatouage qu'elle porte, il est authentique. On ne l'obtient pas en boutique, on le gagne. L'avocat de la défense fit un signe. L'écran du tribunal s'alluma, projetant des images granuleuses issues d'un drone. Une équipe en opération nocturne progressant avec une précision chirurgicale sur le pont d'un navire battu par les vagues. Un instant, la caméra s'attarda sur un avant-bras, un trident, net, éclairé par un projecteur, impossible à confondre. Un murmure parcourut le jury. La juge demanda si la vidéo était authentique. Vanier acquiesça. Puis, coup de théâtre, un ancien haut gradé, convoqué comme témoin de l'accusation, admis sous serment avoir signé l'ordre de suppression des archives et d'effacement des identités, invoquant la nécessité de protéger l'intérêt national. Mais, poussé dans ses retranchements, il dut reconnaître que cela avait coûté cher à ceux qui avaient survécu, et qu'Élodie n'avait rien d'une fraudeuse. La délibération du jury fut plus longue que prévu. 3 heures plus tard, la présidente annonça le verdict. Non coupable. La salle se remplit d'un mélange de soupirs de soulagement et de murmures indignés. Les journalistes se pressaient déjà vers la sortie pour transmettre la nouvelle. Dehors, devant les marches du tribunal, Élodie fit face aux caméras. Ce n'est pas seulement ma victoire, c'est celle de tous ceux qui ont servi dans l'ombre et qu'on a effacés. Nous méritons d'exister même quand nos missions n'ont pas de nom. À ses côtés, l'amiral Vanier restait impassible, mais ses yeux portaient une fierté silencieuse. La vérité n'est jamais facile à protéger, dit-il doucement, mais elle vaut toujours le combat. Quand Élodie tourna les talons pour descendre les marches, la lumière du soleil glissa sur son avant-bras. Le trident brillait à demi sous la manche de son sweat, non plus comme un secret honteux, mais comme un insigne de survie et de loyauté. Elle savait que tout n'était pas fini, que ceux qui avaient orchestré Noctis étaient toujours là, quelque part. Mais pour la première fois depuis des années, elle avançait la tête haute, prête pour ce qui viendrait ensuite.